Ce tableau-ci est tout en joie. Au départ, ce n'était qu'une enseigne de magasin, soumise aux intempéries et aux aléas d'une rue de Paris. Mais comme on s'est aperçu bien vite qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre absolu, on l'a décroché et finalement conservé comme un tableau précieux. L'enseigne orne aujourd'hui un salon du Palais Royal de Berlin, Charlottenburg. Comme quoi les grandes œuvres trouvent toujours leur chemin. Nuançons tout de même. On dit, les témoins de sa vie disent, que Watteau, le grand Jean-Antoine Watteau, proposa à son marchand de tableaux de peindre une enseigne pour sa boutique. Il en avait fait déjà auparavant des enseignes qui ont disparu, ou du moins des projets, puisqu'on en conserve des esquisses, pour un marchand de tissus et pour un perruquier. Pourquoi un grand peintre, qui n'en avait pas vraiment besoin, propose-t-il de son propre chef de réaliser une œuvre éphémère et peu noble, a priori destinée à subir la pluie et le soleil, et généralement confiée à des barbouilleurs ? Mystère. Que met-il dans son tableau, dans son enseigne ? Des tableaux, forcément, mis en abîme, quasiment forcés par le genre. Et des clients, des employés du magasin, une botte de paille, un kleps qui se lèche les puces, et le pavé de la rue, en somme. Ce tableau est si célèbre que les historiens y ont identifié tout ce qui était possible. Par exemple, le pavé. On sait très bien duquel il s'agit. On est sur le pont Notre-Dame, entre l'île de la Cité et la rive droite, puisque c'est sur ce pont que le marchand Gersaint avait sa boutique. Les ponts étaient bâtis à l'époque et l'on s'y promenait comme en rue, c'est-à-dire relativement à l'abri du vent qui court généralement sur la Seine. Oui, la Seine est là, pas visible, en dessous et derrière. Au fond du tableau, des reflets clairs marquent les carreaux. Il faut imaginer que c'est de la lumière qui se réfléchit aussi sur les flots gris. On sait encore que le tableau que les employés sont en train de mettre en boîte, là à gauche, est un portrait officiel de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. L'insolence avec laquelle on le met en bière indique assez que le grand monarque est mort. C'est presque la date du tableau que Watteau nous donne là, sous forme de rébus. Louis le Grand meurt en 1715, on est donc juste après. Inutile précision, 1720 exactement. Et personne ici ne semble le regretter. Il y a même le regard amusé du portefaix qui s'apprête à emporter le paquet. Ce n'était donc que ça, un roi. Et si on s'attache à lui, au porteur, on pourra, en fermant les yeux, faire un tour dans la ville lumière en 1720. Il va déambuler dans les ruelles disparues, et on l'entend déjà siffloter, saluer les connaissances, lancer des compliments aux femmes et à la cantonade des mots de Parigot, de Gavroche avant la lettre. Mais restons. Regardons la vérité du geste de l'autre employé qui déplace un miroir encombrant. Il n'y a pas à dire, Watteau dessine admirablement. C'est tout à fait comme ça qu'on se tient quand on transporte un objet de ce genre et qu'on tend le cou en même temps pour regarder ce qui se passe. Puis maintenant, entrons avec la superbe femme au manteau rose et perles qui tombe comme un dais et jetons comme elle au roi un regard fugace, déjà totalement indifférent, détaché. Elle, son talon haut, touche encore le pavé, tandis que l'autre pied est déjà sur la scène, je veux dire dans la boutique. Elle nous tourne le dos, cela veut dire qu'elle est dans la même position que nous, même perspective, elle est notre point d'entrée. Un homme en costume marron l'invite à la suivre, nous invite aussi donc. N'est-il pas fort théâtral également ? On dirait qu'il invite à la danse. Cette enseigne décidément remplit bien sa fonction, c'est vraiment une invitation à entrer. Voilà, nous y sommes, et nous pouvons regarder les tableaux. Il y a aussi des miroirs, une horloge. Ce marchand de tableaux est donc autant un décorateur qu'un marchand d'art, bien sûr. Pour tous ces gens, les tableaux, c'est un luxe, un plaisir, c'est un certain type de mobilier, somme toute, magique, mais du mobilier. Avec un autre couple, qui nous montre son dos également, nous regardons attentivement un grand tableau rond ou ovale. L'homme agenouillé semble vénérer les pulpeuses baigneuses, et sa femme, franchement plus raide, s'apprête à dire qu'ils ont acheté le tableau, surtout parce que l'artiste excelle dans le rendu des feuillages. J'adore les arbres de Rubens.
car les historiens ont également identifié ce tableau-là comme une réminiscence de Rubens. Sans doute Diane et Callisto, une histoire de nymphe violée tirée d'Ovide. Le vendeur, là, à demi caché par le tableau, a l'air de bien faire son boulot. Et de nouveau, comme est juste son geste. Quelle adresse de la part de Jean-Antoine Watteau, c'est cette adresse qui le rendait célèbre, et bien sûr quel esprit d'observation. Quatrième groupe, 3 clients admirent un joli miroir, c'est-à-dire probablement leur propre image, que leur présente la vendeuse au comptoir. Miroir en bois noir, peut-être marqueté de nacre. Je vois ça. Les gens vont donc chez Gersaint tant pour des tableaux que pour des glaces. Pas sûr que Watteau trouvait ça bien, les torchons et les serviettes. On sort ? Ne piétinons pas alors la queue du chien, d'autant que ce n'est pas n'importe lequel. Les historiens l'ont repéré aussi. Et sans doute les clients de Gersaint devaient le reconnaître, les amateurs de peinture en tout cas, car c'est la copie conforme, mais inversée, parce que Watteau l'a copie à partir d'une des nombreuses gravures qui en circulaient, du chien que Rubens a peint à l'avant-plan du fameux couronnement de la reine de France. Voilà le tableau. Voilà le chien. C'est le chien de Rubens. Or donc, le chien de Rubens, en bas à droite, sur l'enseigne de Gersaint, c'est, comme qui dirait, une signature. Le roi qu'on enterre à gauche, c'est la date, le chien de Rubens. À droite, c'est la signature. Comme un hommage, un masque peut-être, une identification. C'est comme dire, voici l'œuvre d'un nouveau Rubens, ou en tout cas d'un artiste flamand. Parce que ça nous amène à ça, à l'école flamande, à l'enfance de Watteau à Valenciennes, qui était une ville flamande d'ancienne et noble tradition. Et c'est feu Louis XIV, justement, qui l'a conquise, Manu Militari, l'a arrachée à la Flandre et annexée à son royaume, comme exactement Lille, Roubaix, Cambrai, Arras, ces pays qu'on nomme aujourd'hui Hauts-de-France et qui étaient les Bas de Flandre. Un peu vindicatif, Watteau, sur ce coup. Lecture politique possible, je suis devenu votre sujet, mais je suis demeuré flamand. D'ailleurs, mon tableau, le plus grand que j'ai jamais peint, et cela est vrai, Watteau se contentait toujours de petits formats, et pour l'enseigne, il fait une exception de taille, 3 mètres de large tout de même, est un chant d'amour à l'école flamande et aux maîtres que j'admirais dans les tableaux d'église à Valenciennes. Rubens, justement, Van Dyck et les autres. Il s'inscrit dans la tradition des Kunstkamers, ou cabinets de curiosité, très en vogue à Anvers depuis au moins 3 générations. Cela n'a pas pu vous échapper. Il n'y a de peinture que flamande, oui, oui, voilà ce que Watteau dit, un peu, beaucoup peut-être. Depuis des années, mes visages, aux yeux en amande et au nez mutin vous font penser à Rubens. C'est voulu. Je garde la nostalgie de Valenciennes flamande et des Pays-Bas espagnols. Si vous en doutez, regardez ce que j'accroche au mur au-dessus de vous, ô roi fini. Un portrait. Oh, c'est un peu flou, mais c'est normal, on reste dans l'humour. Le portrait d'un homme vêtu à la mode de chez nous, tout de noir, avec grandes fraises blanches. Du reste, c'est marrant, mais tous les tableaux ont l'air de faire un petit commentaire, un aparté, sur ce qui se passe en dessous d'eux. Commentaire comique, satirique, humoristique, truculent, bien flamand. N'était-il pas belge d'ailleurs, c'est-à-dire truculent et insolent, ce chien que Rubens avait peint à l'avant-plan, c'est-à-dire tout devant, en première file, du tableau le plus solennel et sérieux qu'on lui commandait, le couronnement de la reine de France à Saint-Denis. Goûtons ces apartés. Au-dessus du groupe de la Rose et du Havane, quels tableaux sont suspendus ? Vénus et Mars. On sait les amours de ces deux-là, extra-conjugales. Vénus était la femme de Vulcain, elle le trompait avec Mars. Merci Watteau de nous dire aussi discrètement l'âge du mari absent et cornu de cette élégante, un vrai Vulcain. Quant à la réussite de cette affaire, elle n'est pas assurée non plus, si l'on en croit l'autre tableau, plus haut, représentant Pan tout excité, notre homme en brun, courant après la nymphe Syrinx, Notre-Dame en rose. Mais qui ne sait que Pan échouera à posséder la nymphe, et n'attrapera dans son étreinte qu'une fameuse brassée de roseaux.
voir Ovide et Métamorphose, etc. Belle technique d'ironie dramatique, ce discours muet et satirique des tableaux derrière. Humour bref, discret. Watteau devait certainement avoir l'esprit pince sans rire. La comédie continue-t-elle ? Oui. Déjà le couple devant les nus et les feuillages de Rubens est un sketch en soi, mais les tableaux silencieux en haut clignent encore de l'œil. Qui voit-on ? Ça, c'est un fou avec sa marotte. Peut-être pour dire que le vendeur juste en dessous dit vraiment n'importe quoi. Ça, c'est un dévot en bure blanche, agenouillé devant son sauveur qu'il adore, tout comme, et parallèle à, l'homme à perruque blanche fléchit le genou devant les généreuses baigneuses. Et derrière la vendeuse qui offre à la contemplation des trois coquets un miroir en bois précieux, on voit un mariage mystique de Sainte Catherine. C'est-à-dire, dans un parallélisme particulièrement acidulé, la Mère de Dieu, trône de la sagesse, offrant à la contemplation d'un groupe de saints mystiques l'humble Dieu de Noël. Il y a aussi accroché là 2 copies de Rubens, tableaux à thématique bachique et mythologique, plus un paysage, également dans le style de l'école flamande. Dans un petit livre sur Watteau, j'apprends qu'il a quitté Valenciennes pour Paris en 1702, après son apprentissage, et qu'il a commencé à gagner sa croûte en copiant des tableaux religieux pour un marchand de dévotion sur le pont Notre-Dame. Bon, vraiment, ce tableau dans son ensemble est un autoportrait. L'artiste, en flamand, est pince sans rire. Comme ces comédiens jouent bien leur rôle, et comme est adroit le metteur en scène de tous ces reflets doubles. Tiens, et comme par hasard, on est en 1720, date de la première grande comédie de Marivaux, Harlequin poli par l'amour. Dans quelques années, tous ces gens-là pourront aller applaudir la double inconstance et les jeux de l'amour et du hasard. Sans blague.